Une nuit donnée peut sembler ordinaire, pourtant deux chiffres suffisent à rompre l'illusion. Un ciel d'apparence vide et une intrusion qui modifie un équilibre fragile. Sous l'obscurité du Burkina Faso, l'écart entre ces deux données devient l'angle mort d'une tension technologique que peu anticiper vraiment. Dans cet intervalle sous-estimé, une question demeure pour quiconque observe la scène internationale. Jusqu'où une décision peut-elle redéfinir un rapport de force, surtout lorsqu'elle émane d'Ibrahim Traoré? Cette fracture silencieuse ouvre un champ d'interprétation qui dépasse le simple périmètre national. L'épisode nocturne ne se limite pas à un incident aérien. Il expose la fragilité d'un espace stratégique où chaque intrusion modifie la marge d'action d'un État. Si la scène paraît d'abord technique, elle révèle en réalité une dynamique plus large, dans laquelle la maîtrise du ciel devient un indicateur de souveraineté opérationnelle. Comprendre cette séquence permet d'évaluer les risques sans les amplifier et de reconnaître qu'un système de défense, même modeste, peut évoluer lorsqu'il est soumis à une pression extérieure constante. L'intérêt majeur pour le lecteur réside dans une promesse simple: saisir comment une réaction calibrée peut recomposer un rapport de force régional en quelques heures. Cette bascule, souvent méconnue, éclaire la manière dont un pays ajuste ses priorités lorsqu'une incursion résonne comme un test de capacité plutôt que comme une simple provocation. On peut dire, en guise d'introduction subtile, que si un seul survol suffit à révéler une faille, une riposte précise peut en montrer les limites. Le premier élément révélé par l'analyse interne tient à un constat simple: l'incursion aérienne n'était pas un survol isolé, mais un mouvement étudié dont la trajectoire a été relevée dès les premières minutes. Le second apparaît dans l'écart de perception entre ce que la scène laissait supposer et ce que les opérateurs burkinabés ont réellement observé, notamment une intensité d'activité supérieure à celle enregistrée les semaines précédentes, avec un pic notable durant une fenêtre de 4 heures. C'est dans cet intervalle serré qu'Ibrahim Traoré a choisi de structurer une réponse plus large que le seul réflexe défensif. La situation initiale présentait un risque d'interprétation contradictoire. L'apparition de drones pouvait être lue comme une démonstration de supériorité technologique, mais elle révélait en même temps la vulnérabilité d'un dispositif extérieur qui n'anticipait pas une adaptation locale rapide. Les ingénieurs burkinabés, en recalibrant les radars existants, ont transformé une faiblesse supposée en levier d'observation permettant de détecter des signatures aériennes jugées auparavant trop discrètes. Le contexte régional renforce cette dynamique. Le Sahel constitue depuis des années une zone où les puissances extérieures mêlent présence sécuritaire, surveillance aérienne et priorités stratégiques difficiles à concilier avec les attentes des États locaux. Dans ce cadre, la nuit évoquée ne représente pas une anomalie, mais un épisode illustrant le chevauchement des agendas. Ce qui distingue toutefois le Burkina Faso dans cette séquence est la manière dont l'événement a été réinterprété, non pas comme une fatalité, mais comme un signal exigeant une réorganisation immédiate des moyens. L'essentiel tient donc à la combinaison de trois mouvements: la détection précoce d'une intrusion, la mobilisation technique conduite en urgence et la décision politique de considérer l'épisode comme un tournant plutôt qu'une simple alerte. L'enchaînement, bien que rapide, permet de relire la scène dans une logique de cause à effet. Une provocation perçue, une adaptation structurée, puis un repositionnement affirmé sur la scène régionale. L'analyse des premières réactions internes montre qu'un fil conducteur s'est imposé rapidement: suivre le regard de ceux qui, sur le terrain, ont observé l'incursion avant qu'elle ne prenne une dimension politique. Le premier exemple provient d'une équipe technique déployée près d'un site de surveillance périphérique.
Confrontés à un signal inhabituel, ses membres ont relevé une variation dans la trajectoire du drone suffisante pour requalifier l'événement en intrusion ciblée plutôt qu'en passage fortuit. Leur constat, transmis en urgence, a permis d'établir un premier schéma d'alerte indiquant que la situation pouvait évoluer hors du cadre habituel des observations aériennes. Un second cas éclaire la manière dont les unités opérationnelles ont perçu l'épisode dès les premières minutes. Stationnée à proximité d'une zone stratégiquement sensible, une équipe de réaction rapide a rapporté une altération dans la signature acoustique du survol, pourtant réputé discret. Cette observation a renforcé l'idée que le dispositif étranger ne se contentait pas d'un repérage lointain, mais cherchait à sonder la capacité locale à répondre de manière autonome. En relayant ces données, les opérateurs ont contribué à structurer une lecture plus cohérente de l'incident, évitant de considérer la scène comme un simple test technique. La portée de ces récits tient à leur articulation. Des signaux faibles, isolés, deviennent des repères lorsque recoupés par plusieurs équipes indépendantes. Leur convergence a nourri l'idée que l'incursion représentait moins une anomalie qu'un indicateur d'évolution des méthodes extérieures. Le véritable enjeu, à ce stade, réside dans une question simple. Comment transformer des observations fragmentaires en un cadre d'action structuré? Le déclencheur apparaît dans une plage horaire brève où un signal discret perturbe la normalité opérationnelle d'un secteur déjà sous tension. Le premier enregistrement confirme une trajectoire inhabituelle, suivie de micro-variations qui ne correspondent ni au trafic régional ni au survol légitime. La réaction initiale reste prudente, mais la compilation des données impose une relecture rapide des priorités. Les équipes techniques ajustent leurs paramètres, détectent une seconde signature et isolent un schéma répétitif. La séquence se charge alors d'un poids nouveau. L'incursion ne relève plus d'un hasard météorologique ou mécanique, mais d'une démarche volontaire. Ces minutes fondent la base de toute l'escalade qui suit. Le mouvement vers le climax commence lorsque les opérateurs constatent que la trajectoire du drone ne s'éloigne pas. L'appareil semble sonder les angles morts du dispositif local. Les unités déployées répercutent leurs observations sans délai. Plusieurs points de surveillance alignent leurs rapports, établissant une concordance qui élimine l'hypothèse d'un survol isolé. Cette cohérence accélère le passage d'un protocole passif à une posture active. Les filtres de détection sont recalibrés. Les paramètres de fréquence sont affinés. La marge d'erreur diminue. Les écrans révèlent une lecture plus nette du mouvement aérien. Chaque seconde consacre un basculement qui pousse à une prise de décision structurée. Lorsque la situation atteint son zénith, tout converge. Signature stabilisée, données consolidées, trajectoire confirmée. L'intervention s'impose. Les unités opérationnelles sont repositionnées. La cartographie de la zone est actualisée pour réduire les angles morts. Les opérateurs anticipent un second passage. Les séquences d'alerte sont déclenchées à intervalles courts. Dans ce contexte concentré, Ibrahim Traoré valide l'option de réponse, intégrant les retours techniques et l'analyse cumulative des équipes déployées. Le moment exact où la trajectoire se verrouille sur les écrans marque la bascule. L'appareil n'est plus seulement identifié, il est désormais ciblé. L'effort collectif se condense en un unique point d'action. La neutralisation devient possible. Elle survient avec une précision inattendue, démontrant que l'adaptation technique engagée en urgence peut inverser la dynamique d'un rapport de force aérien. La rémanence apparaît immédiatement après le climax. Les équipes évaluent la portée de la séquence. Les radars, soumis à une pression constante, confirment l'absence d'autres signatures au satellite. Les opérateurs reconstituent les chronologies associant le premier signal faible aux données consolidées. Le schéma global se clarifie. Une incursion maîtrisée, une riposte calibrée, un ciel redevenu lisible.
Les ingénieurs analysent la performance des ajustements appliqués. Ils observent que certaines optimisations improvisées sous contrainte peuvent être pérennisées. Cette phase de digestion technique produit un effet silencieux mais durable. Le dispositif local, éprouvé par la séquence, sort renforcé. Les équipes prennent conscience que la rapidité de réaction peut compenser des limites structurelles. La dynamique induite par l'événement reconfigure l'ensemble du système d'observation. Les zones grises répertoriées durant l'incident servent de base à des améliorations futures. La rémanence transforme l'épisode en matériau d'apprentissage, établissant un précédent méthodologique pour les séquences ultérieures. La lecture quantitative de l'incident commence par une ligne de base claire. Avant l'apparition des drones, les radars locaux opéraient avec une précision limitée, suffisante pour identifier des trajectoires larges, mais insuffisante pour distinguer des signatures discrètes. Cette baseline montre un dispositif construit pour la veille générale plutôt que pour la détection ciblée. Le point de rupture apparaît lorsque l'équipe technique introduit un premier recalibrage, réduisant la marge d'erreur et améliorant la finesse du signal. Ce passage de l'état initial à un niveau supérieur constitue la première delta mesurable, une transition qui ne résulte ni d'un équipement nouveau, ni d'un soutien extérieur, mais d'une adaptation interne exécutée sous contrainte temporelle. Le deuxième delta observable réside dans la vitesse de réaction. Avant l'incident, les cycles de vérification des données s'effectuaient sur des plages plus longues, intégrant des marges de retard propres aux infrastructures disponibles. Avec la montée en tension, ces cycles ont été compressés, permettant une confirmation plus rapide des trajectoires suspectes. L'ajustement n'a pas seulement relevé de la technique, mais aussi d'une meilleure synchronisation entre les postes distants. Cette coordination accélérée transforme un ensemble dispersé en une chaîne plus cohérente, capable de stabiliser une lecture fiable même lorsque les signaux demeurent intermittents. La différence entre ces deux temporalités, lenteur initiale puis traitement resserré, fournit la deuxième mesure chiffrée, un intervalle opérationnel réduit de près de 50%, améliorant la réactivité globale sans modification structurelle du matériel. La troisième quantification concerne la précision atteinte après l'ensemble des ajustements. Une fois les filtres affinés et les relais synchronisés, les opérateurs ont mesuré un taux d'identification élevé, culminant à 88% de fiabilité sur la lecture de la signature incriminée. Ce chiffre, remarquable dans un contexte de ressources limitées, confirme que le potentiel technique latent pouvait être activé dès lors qu'un incident imposait un dépassement du cadre habituel. Il révèle aussi qu'un système supposé fragile peut générer une performance soutenue lorsqu'il est soumis à une pression extérieure, donnant matière à réévaluer les capacités d'un réseau souvent perçu comme incomplet. Un autre indicateur, moins visible mais tout aussi pertinent, concerne la continuité du maillage de surveillance. Avant l'incident, certaines zones demeuraient couvertes par des capteurs aux performances inégales. Durant l'épisode, la redistribution ponctuelle des priorités a resserré ces lacunes, permettant d'obtenir une surface de lecture plus homogène. Cette redistribution temporaire, soutenue par l'amélioration technique, a produit une réduction notable des zones grises. La troisième valeur chiffrée se situe ici. La proportion de signaux non identifiés est descendue sous les 5%, un seuil rarement atteint auparavant. Au-delà des chiffres, l'intérêt de ces données réside dans leur articulation. Elles démontrent qu'un système de surveillance, même perçu comme modeste, peut développer une courbe d'apprentissage rapide lorsqu'un incident impose un rythme plus exigeant. Elles montrent également que l'expertise locale, souvent sous-estimée, peut atteindre des performances compétitives sans infrastructures lourdes.
Les données consolidées après l'incident confirment que cette montée en précision n'est pas un pic isolé, mais une transformation générée par la pression du réel. La séquence fournit ainsi un socle mesurable pour interpréter l'épisode, tout en offrant une base technique pour des améliorations futures. La première thèse avancée dans les analyses extérieures considère que l'épisode nocturne illustre avant tout la montée en compétence d'un système local qui, soumis à une pression soudaine, a révélé une capacité d'adaptation souvent sous-estimée. Selon cette perspective, la rapidité du recalibrage, l'amélioration des filtres de détection et la coordination renforcée entre les postes distants traduisent une maîtrise technique qui aurait été injustement reléguée au second plan dans les évaluations internationales. La neutralisation des appareils, dans cette logique, ne serait pas un hasard heureux, mais la manifestation tangible d'une progression méthodique appuyée sur l'expertise des ingénieurs burkinabés. La seconde thèse pose une interrogation différente. L'événement dépasserait les capacités locales habituellement attribuées au pays, laissant penser que des appuis extérieurs, techniques ou stratégiques, auraient pu jouer un rôle décisif dans la détection, l'analyse ou la riposte. Cette lecture, relayée dans plusieurs cercles d'observation, avance que le niveau de précision atteint, notamment dans l'identification des trajectoires, serait difficile à expliquer uniquement par des ajustements improvisés. Les tenants de cette hypothèse évoquent un possible renforcement ponctuel, discret, ou des transmissions de savoir-faire qui auraient complété les efforts internes. La réponse structurée repose sur les données consolidées dans le récit source. Les éléments décrits privilégient clairement une dynamique interne, articulée autour d'un enchaînement logique, détection initiale, recalibrage local, synchronisation accélérée des équipes et exploitation maximale des ressources disponibles. Rien dans les descriptions ne suggère l'intervention directe d'un acteur extérieur, et l'insistance sur l'ingéniosité technique burkinabé constitue l'axe récurrent de l'ensemble des paragraphes. Les chiffres fournis, notamment le taux de précision élevé et la réduction des zones grises, sont explicitement attribués à des ajustements locaux opérés sous contrainte. Le Stillman aboutit donc à une conclusion équilibrée. Si le débat demeure ouvert dans les analyses élargies, la version décrite dans le corpus privilégie une réussite fondée sur l'adaptation interne et la mobilisation coordonnée des équipes nationales, sans invoquer d'éléments externes pour expliquer la performance obtenue. La bascule survient en silence. Lorsque les opérateurs constatent que la trajectoire du drone se stabilise, ils perçoivent que l'épisode cesse d'être un simple test pour devenir un point de mesure du dispositif local. Le reveal tient à la convergence entre plusieurs flux de données, signatures clarifiées, fréquences mieux isolées et schémas de progression suffisamment nets pour exclure une action improvisée. Cette accumulation transforme la scène. Elle met en lumière un élément que les équipes n'avaient pas anticipé: la capacité du système à maintenir une lecture stable malgré une sollicitation inhabituelle. C'est dans ce contexte que la décision politique acquiert un relief particulier. Sans modifier l'angle technique, Ibrahim Traoré intègre les remontées consolidées et valide la poursuite d'une posture active. L'événement devient davantage qu'une réponse immédiate. Il sert de matrice pour mesurer le seuil à partir duquel une intrusion peut être traitée comme un signal d'évolution stratégique. Cette articulation entre technique et décision crée un pivot narratif clair. Elle marque la séparation entre la phase d'observation et la phase de projection. Le midpoint révèle ainsi moins une rupture qu'un alignement, celui d'un système, d'un message et d'un cadre d'action qui se stabilisent au même moment. La première conséquence se manifeste dans la manière dont l'appareil institutionnel recompose ses priorités. L'incident
oblige les services concernés à revoir la distribution des capacités de surveillance, à renforcer les procédures de confirmation des trajectoires et à consolider les ponts entre opérateurs techniques et instances décisionnelles. Cette réorganisation interne ne relève pas seulement d'une réponse ponctuelle, elle sert à stabiliser un protocole capable de faire face à des situations similaires. Ibrahim Traoré, en validant une posture active lors de l'épisode, inscrit cette adaptation dans une logique durable. L'État voit ainsi son processus décisionnel évoluer vers une coordination plus resserrée, limitant les zones d'incertitude qui dominaient jusque-là. Les, les répercussions sur l'économie sont moins visibles, mais elles émergent à travers la notion de sécurité perçue. Un espace aérien mieux maîtrisé réduit les interruptions potentielles dans les couloirs logistiques sensibles. Les opérateurs du secteur minier, essentiels dans la structure du pays, trouvent dans cette démonstration une indication que les risques externes peuvent être contenus, même en contexte de ressources limitées. Cette stabilisation relative ne transforme pas l'environnement économique, mais elle atténue l'idée d'une vulnérabilité constante. Les ajustements techniques réalisés durant l'épisode constituent un argument indirect pour affirmer que certaines activités stratégiques peuvent s'appuyer sur un maillage de sécurité plus cohérent qu'auparavant. Pour la population, l'effet principal réside dans la lecture symbolique de l'événement. L'incursion et la réponse qui s'ensuit sont perçues comme des indications que les mécanismes de surveillance ne sont plus strictement réactifs. Cette évolution modifie la manière dont les habitants envisagent la capacité du pays à protéger ces espaces sensibles. Le récit de la neutralisation contribue à reformuler l'imaginaire collectif. Un appareil technique longtemps jugé insuffisant montre qu'il peut atteindre un seuil de performance notable. Les citoyens, sans accéder aux détails opérationnels, retiennent une idée centrale. L'incident révèle un potentiel d'adaptation plus élevé que prévu. Au niveau régional, l'événement agit comme un signal envoyé aux acteurs opérant dans le Sahel. Il indique qu'un pays disposant de moyens limités peut néanmoins perturber les équilibres supposés. Les observateurs extérieurs réévaluent la marge de manœuvre du Burkina Faso et la manière dont son dispositif de surveillance s'inscrit dans un environnement où les puissances étrangères mènent souvent des opérations à portée variable. L'incident rappelle que les trajectoires technologiques locales, même partielles, peuvent devenir des éléments structurants lorsqu'un épisode met en lumière leur efficacité. Cette perception modifiée influence les anticipations des États voisins, qui ajustent leur lecture des rapports de force dans une zone déjà fragmentée. Dans l'hypothèse centrale, l'épisode sert de référence technique pour affiner le dispositif de surveillance sans provoquer une rupture majeure dans l'environnement régional. Les équipes locales poursuivent l'intégration des ajustements développés pendant l'incident, stabilisant des procédures qui améliorent progressivement la capacité de détection. Les partenaires habituels observent cette évolution sans modifier radicalement leur position, tout en intégrant l'idée qu'un maillage plus efficace réduit les marges d'action externes dans l'espace aérien burkinabé. Ce scénario privilégie la continuité, un renforcement méthodique, un rythme d'amélioration régulier et une consolidation progressive des chaînes de transmission. La version ascendante repose sur une extrapolation prudente des progrès techniques observés. Dans cette trajectoire, le succès de la neutralisation devient un point de départ pour une coopération accrue entre équipes locales et centres de recherche nationaux, favorisant l'apparition d'outils de détection plus modulables. L'effet d'entraînement s'étend à plusieurs secteurs sensibles où la maîtrise accrue de l'espace aérien améliore la fluidité logistique et renforce la perception de sécurité.
L'environnement régional, de son côté, s'ajuste à un acteur désormais capable de stabiliser un segment de son ciel face à des incursions imprévues. Ce scénario suppose que l'élan créé par l'incident nourrit une dynamique durable et structurante. L'option défavorable considère que l'incident, loin de pacifier l'espace régional, incite certains acteurs extérieurs à augmenter leurs opérations discrètes. Une telle évolution surchargerait les capacités locales, encore fragiles malgré les améliorations récentes. Le risque principal tient à un écart entre l'exigence opérationnelle et les moyens disponibles. Une succession d'incursions pourrait fragiliser les chaînes de surveillance et réintroduire des zones grises difficiles à réduire. Une intensification des tensions régionales demeure possible si plusieurs puissances recalibrent leur stratégie en fonction de cet épisode, créant un environnement plus dense et moins prévisible. On peut formuler l'idée de manière douce. Il est utile d'adopter une logique conditionnelle pour lire les mois à venir. Pour comprendre l'évolution des prochains mois, il est utile d'adopter une logique conditionnelle. Si les gains techniques sont consolidés, alors le système peut se stabiliser. Si la pression extérieure s'intensifie, alors la marge de manœuvre pourrait diminuer. Ce cadre permet d'observer les signaux faibles sans surestimer leur portée. Pour ceux qui suivent les enjeux institutionnels, on peut dire cela de façon plus souple. Pour les lecteurs attentifs aux dynamiques étatiques, l'incident offre un prisme d'observation rare, un moment où la technique, l'organisation interne et la capacité d'anticipation convergent. L'intérêt tient à la manière dont une structure publique, parfois perçue comme contrainte par ses ressources, parvient à réagir dans un laps de temps réduit. Cette dimension permet de réexaminer l'idée selon laquelle les systèmes institutionnels des pays du Sahel seraient immuables. Ici, la séquence met en évidence un apprentissage accéléré et une coordination qui se substitue à la fragmentation souvent dévoquée. Pour ceux qui s'intéressent aux implications quotidiennes, on peut l'introduire naturellement ainsi. Pour un public ancré dans les réalités de terrain, la question essentielle concerne la traduction concrète de l'épisode. L'amélioration de la surveillance aérienne n'est pas un concept abstrait. Elle influence la perception de sécurité, la fluidité des déplacements et la façon dont les citoyens évaluent les risques extérieurs. Même sans accéder aux détails techniques, les habitants retiennent que l'espace aérien n'est plus totalement dépendant d'acteurs extérieurs. Cette évolution contribue à réduire le sentiment d'exposition permanente, souvent renforcé par les survols non identifiés. Pour ceux qui analysent le Sahel dans son ensemble, on peut présenter l'idée avec douceur. Pour les observateurs régionaux, l'incident constitue une pièce supplémentaire dans la lecture fragmentée du Sahel. Il rappelle que les marges de manœuvre ne sont pas uniformes d'un État à l'autre et qu'un ajustement technique peut produire un effet disproportionné dans un environnement déjà instable. Cette perspective intéresse ceux qui cherchent à comprendre comment d'une modification ponctuelle, ici une neutralisation réussie, peut influencer les anticipations des acteurs voisins. L'événement s'inscrit alors comme un indicateur parmi d'autres dans une zone où chaque évolution reconfigure les équilibres perçus. La première étape consiste à stabiliser les améliorations techniques introduites durant l'incident. Les équipes d'ingénieurs reprennent chaque ajustement réalisé sous pression et convertissent les optimisations ponctuelles en modules reproductibles. Le calendrier repose sur une fenêtre courte où les tests doivent confirmer la cohérence du maillage de détection. L'indicateur principal est simple, maintenir un taux de lecture stable sur l'ensemble des zones sensibles, sans retour aux marges d'erreur antérieures. La seconde étape exige une répartition plus claire des rôles opérationnels. Les postes de surveillance doivent disposer de procédures harmonisées, réduisant les variations entre sites. Cette harmonisation s'effectue sur des cycles de formation brèves destinés à garantir une réaction similaire quel que soit le point de détection.
La mesure d'efficacité s'appuie sur la rapidité de transmission. Un délai réduit entre signalement et confirmation constitue le critère central. La troisième étape porte sur la projection. Ibrahim Traoré, en intégrant les conclusions tirées de l'épisode, peut soutenir une réorganisation graduelle des priorités stratégiques. Les opérateurs adaptent leurs protocoles pour anticiper les intrusions et non simplement y répondre. Le repère quantifiable est la capacité à identifier une signature isolée avant qu'elle ne franchisse un seuil critique. Cette anticipation permet d'étendre la logique préventive sur l'ensemble du dispositif. La quatrième étape concerne l'évaluation continue. Un mécanisme de retour d'expérience est formalisé, intégrant les données recueillies chaque mois. Les équipes comparent les séries chronologiques, isolent les anomalies et ajustent les filtres. Le succès se mesure par la constance. Un système stable, capable d'absorber les variations de charge sans perte de précision. Les premiers signaux relevés par les équipes techniques, ceux qui semblaient fragiles et presque secondaires au début de l'épisode, reviennent en écho lorsqu'on relit l'ensemble de la séquence. Ce sont eux, ces trajectoires à peine perceptibles et ces variations sonores notées dans l'urgence, qui ont fourni la matière initiale permettant de structurer une réponse cohérente. Leur présence discrète a façonné un fil narratif que l'on retrouve aujourd'hui dans la manière dont le pays réévalue son dispositif. Dans cette recomposition, Ibrahim Traoré apparaît comme l'acteur qui relie ces fragments, non par exaltation, mais par intégration méthodique de chaque étape. La nuit de l'incursion cesse alors d'être un ensemble de gestes techniques dispersés. Elle devient un point d'appui où l'analyse, la coordination et l'adaptation se superposent pour produire une trajectoire plus lisible. Le rappel des micro-observations du début renforce cette impression. Rien n'était spectaculaire, tout était déterminant. Ce retour vers les détails initiaux marque la cohérence de l'ensemble. Il souligne que les transitions les plus importantes naissent souvent d'indices modestes, transformés en leviers, lorsque les circonstances l'exigent. L'épisode aérien, relu à travers les données techniques et les réactions successives, laisse émerger une idée simple. La souveraineté n'est jamais figée, elle se construit dans l'ajustement continu. Le récit montre comment un système, même soumis à des contraintes, peut évoluer lorsqu'il est mis à l'épreuve et qu'il doit trouver un langage opérationnel cohérent. Cette progression ne tient ni au hasard ni à l'effet d'annonce, mais à l'attention portée aux détails, aux transmissions rapides et à la capacité d'interpréter ce qui, d'ordinaire, passerait inaperçu. Dans cette perspective, l'incident constitue moins une clôture qu'un début. Il rappelle que chaque espace aérien, chaque zone sensible et chaque maillage technique repose sur une chaîne humaine qui observe, filtre, ajuste et consolide. C'est cette continuité discrète qui donne sa portée au récit. La suite dépendra de la manière dont chacun, lecteur comme observateur, interprétera ce type d'événement. Rupture isolée, signal d'évolution ou simple étape d'un cycle plus vaste. Alors, quelle lecture souhaitez-vous privilégier?